Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un sport. Dans mon activité maintenant, aujourd'hui, via Coach Plus, moi, j'ai la chance d'être formateur de formateurs sur le pôle international de la FSS. Donc, je fais de la formation à l'étranger. Donc, ça, c'est une partie de notre activité dans Coach Plus. J'ai la chance de voyager dans différents pays, que ce soit en Afrique ou en Asie, et puis d'être au contact de différentes DTN. Et donc ça, de continuer de donner un peu ce que je sais faire, mais aussi de beaucoup recevoir via les soft skills et Coach Plus, c'est aussi l'ouverture sur différents sports. Parce que on a commencé dans le football, on a continué dans le rugby, et donc on s'est rapproché d'un très très gros club. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez vas-y. Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Bonjour Arnaud, bienvenue sur le podcast Allez vas-y. Je te laisse peut-être dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour à tout le monde, ravi d'être avec toi ce matin pour parler de sport et de football. Parfait, et merci d'avoir répondu à mon invitation. Et puis pour se lancer dans le vif du sujet, maintenant c'est devenu une petite habitude sur le podcast Allez vas-y. On va démarrer par un portrait chinois. Je rappelle à ceux qui rejoignent le podcast pour la première fois, portrait chinois, je vais te dire un mot, puis tu me diras le premier qui te vient à l'esprit. Dans certains cas, on développera, dans d'autres pas. Et puis, on va démarrer tout de suite. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis ? Ça pourrait être différents lieux, parce que j'ai eu la chance de vivre dans beaucoup de villes en France, et dans différentes régions, de vivre aussi au Québec, au Canada. Et on va faire ressortir La Rochelle. La Rochelle, un lieu sympa, à côté des Trois Tours. C'est une ville que j'ai beaucoup appréciée, et puis c'est aussi la ville qui est pour moi synonyme d'un nouveau départ, et notamment une entreprise avant de reprendre à jouer et de me lancer dans le coaching et dans la formation. Donc, La Rochelle. Ok, on en reparlera volontiers sur les démarrages de ton parcours et ce qui t'a amené dans le sport. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré ou salé ? Mais là, pour pas me fâcher avec ma femme, je vais dire sucré, elle est pâtissière. Ah ouais, je comprends. Les recettes de Noémie, voilà. Si c'est pas la tarte au citron meringuée qu'elle me fait pour me faire plaisir, je vais passer une mauvaise soirée. Donc, ok. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'elle a une boutique ou elle est sur Insta. Comment ça fonctionne ? Elle a sa propre boutique, donc elle développe son activité, les recettes de Noémie là, et je fais attention à pas goûter tout ce qu'elle me propose pour essayer de garder la ligne et la forme. Si je te demande une passion ou un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais ? Au-delà du sport qui me prend quasiment 100% de mon temps, il y a quand même un sport, ou des sports que je considère comme passe-temps, c'est tout ce qui se passe sur l'eau. D'accord. Donc que ce soit aller faire du catamaran, du jet ski, d'aller à la pêche, de faire de la plongée, tout ce qui est bord de mer, c'est mon passe-temps, et c'est là où j'arrive à me ressourcer un peu et puis à me donner un peu de temps pour moi.
On reviendra dessus dans ton parcours, hein, parce que j'ai vu que tu avais des brevets et autres autour de ces sports nautiques justement, et c'est intéressant pour moi d'avoir cette vision du sport dans sa globalité, pas seulement un seul sport, parce qu'il y a certaines personnes qui se passionnent pour un sport, mais le fait de ne pas aller voir autour les autres sports, des fois c'est un petit manque, donc tu nous en parleras volontiers. Euh, et pour terminer ce portrait chinois, si je te demandais une personne qui compte ou qui a compté, voire une personnalité, tu me citerais qui? Pareil, là, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai eu la chance de rencontrer et de pouvoir échanger avec elles. Mais il y a eu un petit moment, voilà, il y a 3 ans où justement, je suis reparti sur mes nouveaux projets là, dont on va parler avec Coach Plus, Playwell ou Planeto, et qui a été forte, hein. Ils étaient deux en fin de compte à nous rebooster et puis à nous donner un peu le cadre de qui on était, de faire un audit sur nos compétences et de nous relancer. Il y avait Carl Olive, donc qui est lui une personnalité connue, et puis il y a Didier Christophe aussi au sein de l'UNECATF, qui était une personne importante et qui nous a permis de nous poser pendant un moment, de réfléchir à qui on était, ce qu'on savait faire, ce qu'on voulait faire. Et ça m'a donné tout l'élan, en fin de compte, pour mettre en place ce que je suis en train de faire maintenant avec les différents projets que je mène. Ok, et ben justement, on va se lancer dans le grand bain pour faire la transition entre ces projets. On va d'abord parler de qui tu es, de ton parcours, éventuellement de dire d'où tu viens aussi, puisque tu as dit que tu avais voyagé dans différents endroits en France et puis dans le monde, hein. Et moi, je serais intéressé par cette expérience au Québec, justement, parce que c'est une autre vision et une autre ouverture d'esprit. Donc, je vais te laisser la parole et parle-nous de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené au sport et avant le sport, a priori j'ai entendu qu'il y avait une entreprise, donc voilà, je suis preneur de tout ça. Ok, et ben écoute, en parallèle de mes études, voilà, je jouais, j'étais sur l'Eure-et-Loire et sur la région parisienne. À la sortie de mon BTS, j'ai j'ai monté une société avec mon père. Et pendant 4 ans, on a mené cette société tous les deux. Et au bout de la quatrième année, voilà, j'avais laissé un peu tomber le foot, parce que ça prend énormément de temps, l'entrepreneuriat. Et pendant un an, j'ai pas joué, et un peu plus d'un an même, ou en tout cas très peu. Et donc à la sortie de cette période, voilà, il y a eu une première réflexion de se dire, voilà, est-ce que c'est réellement le métier que j'ai envie de mener? C'était dans l'automatisme. Voilà, c'était un autre métier, un autre monde, entre guillemets, qui me plaisait beaucoup, hein, et dans lequel j'ai énormément appris, où j'ai la chance de travailler avec mon père aussi. Donc, d'être non-stop avec lui, à avoir des idées, à se projeter, à travailler, et puis à apprendre. Donc, ça, c'est un souvenir inoubliable. Et je m'en suis servi, et je m'en sers encore aujourd'hui. Pas mal de valeurs qui m'a apprises et qui m'a transmises pendant cette période. Mais à la suite de cette expérience sur Paris, je suis parti à La Rochelle, enfin d'abord sur Tours, euh, où je me suis mis à rejouer, et à la suite de ça, d'arriver très vite à La Rochelle, où là, j'ai eu la chance d'avoir une première proposition pour continuer de jouer, de commencer à encadrer. Et c'est là, en fin de compte, que la piqûre s'est faite. C'est à La Rochelle, où je me suis dit, mais waouh, enfin, jouer, j'adore ça, hein. Mais encadrer des jeunes, euh, retransmettre ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune, aller rechercher des compétences avec les premières formations, hein, initiateur 1, initiateur 2, l'animateur senior avec les cadres techniques du département. Et puis après, un peu plus haut, à la Ligue, avec Gilles Boire, pour aller rechercher mon brevet d'état du premier degré. Euh, et là, de commencer à me professionnaliser, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, une casquette d'entraîneur avec un brevet d'état premier degré, c'est quand même compliqué de travailler dans ce milieu-là. On est plus dans un système d'appoint, voilà, d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir encadrer des équipes de niveau régional avec un bon savoir-faire, et puis en essayant de lier le savoir-être.
Mais il fallait d'autres diplômes, et c'est ce que m'a proposé la ville de La Rochelle, en allant chercher voilà, des BPGEPS qui me permettaient d'intervenir pour la ville avec des missions voilà, plutôt pédagogiques dans les quartiers ou plutôt compétitives avec l'Université de La Rochelle pour encadrer les équipes. Et ça, en fin de compte, faisait un maillage qui me permettait d'avoir un pied dans le monde du sport avec un temps plein et de pouvoir développer les différentes actions voilà, qu'on avait décidé ensemble de mener sur le club, sur les quartiers et sur l'universitaire. Et donc au moment où tu quittes la boîte avec ton père, tu es dans un statut, tu as décidé de dire je vais vraiment vivre du sport, ou tu t'es dit bah, je vais me prendre un temps et je vais réfléchir à ce que je fais et c'est une opportunité. Ma question c'est est-ce qu'il y avait un objectif au moment où tu quittes la boîte que tu as créée avec ton père de vraiment aller dans le sport, ou tu t'es dit je vais prendre du temps pour moi, réfléchir à ce que je fais, je me lance dans le sport et puis c'est là où tu as découvert? Ben, il y avait vraiment l'optique, c'était de me dire voilà, il me refaut du temps pour moi parce que voilà, j'étais quand même, jeune et il faut que je rejoue. Voilà, il faut que je rejoue, faut que je rejoue. Donc voilà, c'était pas compatible et voilà, j'avais besoin aussi de trouver certainement des choses à moi-même et de partir aussi seul et puis de voir un petit peu ce que je pouvais faire. Donc voilà, j'avais des idées d'entrepreneuriat pour aller voilà, plus en dehors du cercle familial, entre guillemets, mais que ça puisse se lier, en fin de compte, à la pratique sportive. Et très, très vite, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un coach avec qui on parlait coaching, on parlait voilà, éducatif, pédagogique, et que là, bah, du coup, il y a ces portes qui s'ouvrent, cette proposition qui s'ouvre à moi, et puis qu'on a été chercher pour aller chercher voilà, des financements, etc., pour que le projet prenne vie et qu'on puisse mettre en place ce premier contrat de 3 ans. Ok, donc La Rochelle, c'est eux qui te mettent le pied à l'étrier pour que tu puisses te lancer dans cette carrière. Exactement, parce que bah, derrière cette première expérience, bah, je retourne un peu plus, bah, je retourne à la maison, entre guillemets, je retourne à Chartres. Et, euh, et à Chartres, je prends la responsabilité de l'école de foot. Je monte une section féminine, parce que j'avais monté une jolie sélection féminine à La Rochelle. Et donc, du coup, voilà, je monte une section féminine. On commence à travailler sur l'école de foot sur les jeunes filles. On monte une équipe senior. On arrive à constituer au bout de la troisième année un groupe d'environ 50 joueuses. Au niveau des garçons, on arrive à structurer bah, toute la trame pédagogique et technique pour qu'il y ait voilà, une continuité entre les catégories, qu'il y ait une idée directrice sur le fond de jeu qu'on voulait mettre en place, avec les valeurs. Et ça, on a très très bien bossé avec Pierre-Yves David. Donc, et puis j'en oublie d'autres. Enfin, il y avait Thierry Chevalier aussi qui était à mes côtés et avec lequel on a mis un cadre sur l'école de football du FC Chartres qui allait mener à la mise en place du C Chartres et maintenant le C Chartres. Donc voilà, pendant cette période, bah, plus on se forme, plus on s'aperçoit bah, qu'il faut se former et qu'il y a tellement de choses à connaître bah, qu'il faut aller rechercher pour devenir meilleur, hein, tout simplement, pour les gens qu'on encadre. Donc, du coup, je me prépare et là, je m'inscris à Bourges sur le BE2, donc sur le second degré, donc sur le haut niveau. Donc là, bah, hyper intéressant parce que sur le tronc commun du BE2, on est en transversalité sur différents sports. On n'est pas là pour la spécificité foot. J'étais avec des experts du rugby, du basket, du sport de combat, de l'haltérophilie. Et donc là, bah, voilà, c'est juste génial parce qu'on va chercher les compétences aussi des autres sports, leur approche, bah, leur technicité aussi. Et donc, il y avait des choses voilà, qui m'ont fait un peu ouvrir les yeux voilà, sur le sport de haut niveau. C'est quoi les prises de conscience que tu as à ce moment-là? Tu te souviens de quelques prises de conscience en côtoyant d'autres sports?
Ouais, clairement, parce que alors moi j'étais plutôt sur les jeunes euh, sur cette période-là. Eux étaient quand même beaucoup sur le sport senior, le sport des adultes et notamment le sport professionnel parce qu'il y avait l'entraîneur des filles de Bourges au basket. Il y avait un expert en haltérophilie, voilà, qui avait deux, trois champions du monde dans son team. Il y avait, euh, il y avait un ancien rugbyman pro qui est en train de faire monter le Bourges au rugby, mais qui était déjà aussi dans le professionnalisme. Donc eux étaient sur des approches vraiment élitistes, mais dans le sport, enfin, dans le monde des adultes, entre guillemets. Et moi, je voyais toute l'expertise qu'ils mettaient en place et les points qui étaient importants pour eux en termes de compétition, entre guillemets, alors que moi, j'étais dans mon système de formation. Mais la formation, bah, c'est préparé à la compétition. Donc, ça m'ouvrait les yeux, en fin de compte, sur voilà, qu'est-ce que doivent devenir ces garçons que j'ai dans mon école de foot, à quoi je dois les préparer, parce que bah, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, voilà ce qu'on va leur demander en termes de compétitivité à un niveau national. Et juste une question aussi, parce que ça peut intéresser des personnes. Ces différents diplômes, à chaque fois, c'est le club dans lequel tu travailles qui te les finance, c'est toi qui te les payes avec différents Z ou autres, CPF et compagnie. Comment ça fonctionne? Bah, il y a un peu de tout. Il y a à peu près ce qu'il faut dans ta question. Donc, il y a une partie d'OPCA, il y a une partie de CPF, il y a une partie individuelle. Euh, voilà. Donc, en gros, c'était les trois leviers de financement qui étaient mis en place. Ok. Tu as investi pour ton développement et c'est important de le dire aussi ça parce qu'il y a des gens des fois qui attendent qu'on les développe mais il faut aussi savoir investir déjà de son temps et en plus bah là comme tu l'as dit de l'argent quoi. Exactement. Et puis, ça prend de la valeur. Moi, je sais que, enfin, voilà, je le dis assez souvent, et notamment dans les actions. Alors, après, c'est dans mon autre vie de cas technique, mais tout ce qui a de la valeur, en fin de compte, doit être engageant et s'engager bah, au-delà du temps, c'est aussi payer. Voilà, parce que du coup, ça crée en fin de compte voilà, une émulsion, un engagement qui va être important pour la personne. Donc ouais, le fait de se fixer des objectifs et puis en face de s'engager financièrement, bah, ça permet d'être encore plus réfléchi, d'avoir une réflexion qui a été bien mûrie, entre guillemets. C'est pas du coup de tête, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis sans fil conducteur. Voilà, le temps de la réflexion et un engagement de temps et financier va être un des gages aussi de se dire que voilà, la personne va aller au bout et va s'engager totalement, en fin de compte, dans le temps pédagogique de la formation. Et ce B2ES que tu passes, il y a un examen de validation à la fin? Oui, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Et ça s'est passé, ça se passe comment? C'est une forme de validation si tout au long de la formation tu es sérieux, ça se passe bien? C'est quoi comme, à peu près, hein, comme type d'examen? Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, mais au moins savoir un peu à quoi peuvent s'attendre des personnes qui voudraient passer ce type de diplôme. Alors maintenant, le BE2 n'existe plus, hein, c'est une ancienne formule. Maintenant, on est sur la partie DES. Mais ouais, il y a de l'examen continu et puis à la fin, bah, il y a des examens réels euh, avec aussi un moment de présentation, en fin de compte, de dossier sur la performance. Donc voilà, moi par exemple, mes dossiers sur la performance, c'était comment développer le football féminin vers le haut niveau. Donc pour ça, bah, c'est là où je te dis qu'il y avait de l'investissement bah, toi, individuel, que ce soit en temps ou financier. Moi, j'allais quasiment un jour sur deux à Clairefontaine pour voir l'entraînement des filles de l'INF avec Félix Roujas, hein. Parce que bah, là, pour moi, c'était le top du top. Et j'avais fait la demande, j'avais le droit, je me mettais dans un coin, je ne disais rien, je prenais mes notes et je regardais
voilà, chaque analyse qu'elle faisait du jeu, chaque prise de parole qu'elle prenait pour voir quels étaient les critères de réalisation, comment elle mettait en place ses séances. Et donc voilà, ça m'a permis en fin de compte de constituer mon premier sujet de mémoire. Et puis le deuxième, vu que je travaillais au C# et que je mettais en place la section féminine et que c'était la première en Eure-et-Loir, j'ai été aussi très lié au niveau du département pour voilà, faire un projet avec aussi le département. Et donc, du coup, j'avais fait mon deuxième mémoire sur comment accompagner l'émergence du football féminin au niveau du département. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on présentait à des personnes pour voir si on était validé sur le BE2. Et une fois que tu obtiens ce diplôme, qu'est-ce que ça change dans ta carrière? Est-ce que ça crée un virage? Est-ce que tu continues à avancer dans ton club actuel et tu mets en place des choses? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette reconnaissance, ce titre, entre guillemets? Là, ça y est, on arrive vraiment sur le haut niveau. Donc, le lien après, c'est d'aller chercher le DEF à l'époque. Donc, je m'inscris au DEF. Mais là, il se passe là un premier tournant, c'est que 3 ans avant, quand je suis à La Rochelle, avant de signer à Chartres, je postule parce qu'au district, on me dit, tiens Arnaud, il y a des recherches qui se font au Canada voilà, d'entraîneurs pour aller coacher là-bas. Et donc, du coup, j'avais postulé là-bas. Donc voilà, il y avait eu 1 ou 2 entretiens qui n'avaient pas été concluants et ça en était resté là. Je fais mes 3 ans à Chartres, au bout de la troisième année à Chartres, donc du coup, on discute pour contractualiser 3 ans supplémentaires, sachant que voilà, on avait vraiment très très bien travaillé sur l'école de foot. On avait nos jeunes qui étaient à la porte du national. On avait monté de peu la montée en D2 avec les filles. En tout cas, on était en train de constituer un groupe qui aurait pu jouer en D2. Donc voilà, les choses étaient plutôt cohérentes. On avait bien travaillé. Mais là, j'ai l'appel en fin de compte de François Bourget, qui est l'ancien responsable de préfaux du FC Nantes, en me disant, tiens Arnaud, je recherche un adjoint. Et moi, je pensais sur les 30 premières secondes que c'était pour le FC Nantes. Alors, voilà, hein, c'est les petites espérances de la vie, des fois, on se dit, tiens, on sait jamais. Donc, on avait échangé plusieurs fois parce que à Chartres, on avait la chance de pouvoir envoyer certains de nos garçons à l'étage supérieur. Hein. Et donc, on travaillait pas mal avec Nantes, avec Rennes, avec qui on était en partenariat, Le Havre, Auxerre. Donc, on avait ces connexions avec ces clubs-là. Mais très vite, il me dit qu'il quitte le FC Nantes et qu'il va coacher au Québec, dans le club de Longueuil, et qu'il recherche un adjoint. Et que voilà, le CV, voilà, que le président lui avait proposé 3-4 CV qu'il avait toujours gardé de profils d'entraîneurs qui avaient postulé pour le Canada. Et quand il a vu mon nom, forcément, me connaissant un petit peu, il m'a appelé pour me proposer le challenge. Donc, on s'est rencontrés 2-3 fois. Billet d'avion, aller au Québec, voir le cadre du club, rencontrer le président, un peu la structuration. Et donc, je dis à ma moitié, qui elle voulait retourner dans le sud de la France, plutôt au challenge. C'est pas le même endroit. Je lui ai proposé le sud, mais le sud de Montréal, au Québec. Bien joué. C'était risqué, mais du coup, voilà, on part au Québec tous les deux. Et là-bas, voilà, nouveau moment de vie très important parce que voilà, expatriation. Et là, du coup, tout est nouveau, tout est neuf, hormis le français. Voilà, on arrive chez les Nord-Américains avec un fonctionnement qui est complètement différent du nôtre. Et notamment sur le sport, où voilà, il y a une dynamique qui est mise en place chez eux qui est juste extraordinaire, que ce soit voilà, sur les infrastructures, que ce soit sur l'organisation sportive,
que ça soit sur la communication qu'ils mettent en place à travers le sport que j'ai trouvé extraordinaire et sur laquelle maintenant je m'appuie beaucoup. Et au-delà de ça, voilà, rencontrer une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, qui est juste géniale au Québec, hein. C'est très très agréable d'y vivre et voilà, une employabilité très haute. Voilà, donc très 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 sympa. Et les équipes que tu entraînes, c'est quel type d'équipe pour que les auditeurs et les auditrices aient bien en tête? Donc du coup, moi j'arrive là-bas pour m'occuper de toute la formation. Donc je prends les U14 jusqu'au je crois que c'était les U19 et donc du coup garçons et filles. Donc on a la chance à Longueuil d'avoir toutes les équipes en 3A, donc c'est le plus haut niveau national. Et donc on a que des équipes compétitives avec des réserves et donc chez les garçons et chez les filles. Donc moi le job, c'est de mettre en place une politique technique sur la formation. Et en parallèle de ça, je prends la responsabilité de coacher les filles pour les monter justement au plus haut niveau Québec. À l'époque en 3A, on a la chance et on travaille. Pas que de la chance et on travaille pour les monter dès la première année. Pas mal de points d'avance. Donc voilà, on avait fait une belle saison avec les filles. Juste une question sur les conditions de vie, puisqu'on sait qu'au Québec, quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Comment ça fonctionne sur toi la prise de conscience, puisque bon, en France, même si il y a l'hiver, c'est beaucoup moins marqué que là. Comment on doit organiser? Ça bascule en salle directement. On se casse pas la tête, on déneige le terrain et puis on joue. Non, il y a il y a les salles, il y a les dômes couverts. Donc à partir du moment où la neige tombe, ça serait juste énergivore au complet, hein, et puis ça serait de toute façon impraticable, hein, quand il fait moins 10, moins 20, les terrains sont tellement durs. Puis il y a 1 mètre de neige dessus, donc c'est juste pas concevable de s'amuser, je pense, avec le tractopelle à déneiger les terrains. Donc on arrive en salle, et donc c'est des dômes. Donc ils sont super bien organisés, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la possibilité de louer. Alors c'est là où le soccer devient très cher, hein, parce qu'il faut louer des infrastructures là qui sont importantes, hein. Donc du coup, une séance d'entraînement, c'est clair qu'il faut en profiter. Il y a beaucoup d'argent à dépenser pour pouvoir entraîner les garçons, mais c'est ce qui est proposé en fin de compte au monde compétitif. Et c'est pour ça que là-bas, le ratio en fin de compte financier est pas du tout le même qu'en France, parce que déjà le sport payant là-bas est normal, hein, entre guillemets. Et quand je dis voilà un sport payant, c'est une saison de soccer, ça peut être entre 1500 et 1800 $ quand même. Ah ouais. Voilà. Donc on est loin des 150 € de la licence en France avec le survêt, hein. Ok, ouais. Il y a un vrai investissement, entre guillemets, c'est si je fais du foot, j'y vais pas en plagiste, quoi. C'est un gros investissement. C'est ça. Parce que du coup, il y a un investissement financier. Mais la structuration est très très bien faite. Les clubs compétitifs sont tous organisés plus ou moins de la même façon. Il y a entre 5 et 10 personnes qui sont en temps plein. Donc, ce qu'on pourrait retrouver type de niveau national chez nous, là-bas, on va le retrouver très facilement parce qu'ils ont 2 optiques. Donc, il y a le garçon ou la jeune fille qui veut faire du compétitif, qui va payer cher sa licence, entre guillemets, mais en face, il y a un vrai service. Et donc, du coup, il y a des entraîneurs professionnels qui sont formés. Donc, ça se paye. Il y a des qualités d'infrastructure qu'ils vont pouvoir utiliser, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver avec les dômes. Il va y avoir la possibilité, ils le font beaucoup, de vivre des expériences à l'étranger, sur des tournois au Mexique, aux États-Unis ou en Europe, en France, en Belgique, en Espagne. Donc tout ça fait partie d'un package un petit peu global. Et toi, sur le club où je suis, moi, je crois de mémoire, on était un peu plus de 2000 membres, hein. J'avais 400 compétitifs pour 1600 récréatifs qui ne jouaient que l'été et qui jouaient, eux, dans les parcs. Et donc, du coup, ils avaient le samedi après-midi, ou le samedi matin, ou le dimanche matin, ou le mercredi soir, juste une petite demi-heure d'entraînement. Et après, pendant 1 heure, ils faisaient les matchs.
Ouais, c'est bien clair et c'est structuré. Il y a les compétitifs d'un côté, le loisir de l'autre. Exactement. Et moi, je trouve ça génial parce que chaque enfant va chercher ce qu'il a envie de faire, quoi. Ouais, c'est très clair. C'est vrai que je te rejoins. Ça évite l'imbroglio des fois entre le coach qui veut absolument faire gagner son équipe et dedans il y a un ou deux loisirs. Bon bah, il vaut mieux les regrouper plutôt que créer de la frustration. Et c'est quoi tes réussites dans ce club justement puisque tu y restes à peu près 1 an et demi. Hein, on expliquera enfin tu expliqueras ton départ après, mais au moins déjà parler des réussites. Qu'est-ce qui te reste comme souvenir là-bas avec eux? Bah, il y a pas mal de choses sympas qui arrivent parce qu'on a la chance de finir vainqueur de la Coupe du Québec en U16 avec Dean. Donc voilà, comme si on était champion de France en gros quoi, en U16. Les U18 avec Matt, il les emmène vice-champion du Canada. Donc plutôt cool. Et puis on est champion, on est champion en senior féminin. Ouais, une année qui est plutôt pleine avec pas mal de résultats et puis une mise en place, une structuration avec pas mal d'éducateurs et puis un fil conducteur qui a été mis en place, hein. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, après c'est personnellement, voilà, c'est beaucoup de rencontres, hein, et puis des choses, et puis des personnes qui m'ont fait ouvrir les yeux sur des choses qui vont derrière m'aider à me construire avec les projets que je mène maintenant. Et qu'est-ce qui fait que ça se termine? Des soucis financiers, voilà, très clairement. C'était un peu compliqué financièrement pour le club. Et, euh, et, et donc moi, j'ai la chance d'avoir une petite Canadienne à la maison qui est née là-bas. Donc on aura toujours un gros lien avec le Canada. Et donc voilà, ces problèmes financiers font que je peux retrouver tout de suite un job, hein, là-bas, parce que du coup, le téléphone sonne pas mal. Ça se fait très vite. Sauf que j'ai un permis qui est fermé, hein. C'est complexe d'aller travailler quand même au Canada. C'est aussi de l'investissement. Enfin, voilà, si on veut que les choses se fassent rapidement, c'est avec un avocat, ça coûte cher. Et puis, il faut déjà un contrat, c'est une immigration choisie, etc. Donc c'était pas simple en fin de compte de se dire bah voilà, il faut que je reparte sur un 4, 5, 6 mois d'attente, même si j'ai le job là, pour avoir le droit de retravailler, sachant que j'avais un petit bébé de 1 mois et demi dans les bras, quoi. Donc du coup, je refais circuler mon CV en France et là il y a un poste qui s'ouvre à la fédération en Ariège et ma femme est ariégeoise. Donc voilà, c'était le moyen pour nous de se rapprocher de la famille avec un petit bébé. Donc voilà, tout ça a joué pour se dire bon, voilà, on a vécu une extraordinaire aventure parce que ma femme ne voulait pas repartir elle, hein. Elle voulait essentiellement rester. Et puis notamment au niveau, un peu tout quoi, que ça soit dans le travail ou que ça soit dans la vie de tous les jours, hein. On a vraiment passé de bons moments et puis on a fait de superbes rencontres là-bas. Mais voilà, il y avait cette opportunité, pour moi, de rentrer à la fédération, d'enquiller sur un nouveau métier, parce que là, du coup, on n'était pas dans la même configuration que le sport, la compète, et d'être plus sur la formation et le développement. Donc du coup, voilà, on décide de revenir en France. Ok. Et quand tu reviens en France sur ce poste de conseiller technique en foot, est-ce que tu peux nous préciser, parce que ça pour moi c'est pas clair même à titre perso, mais ça peut l'être pour les gens. Il y a des conseillers techniques foot dans chaque région de France, dans chaque département de France. Comment c'est organisé? Il y a un conseiller départemental dans chaque département de pôle sur la formation, sur le parcours d'excellence sport, sur le football féminin, qui lui est régional. Et encore au-dessus, il y a un directeur technique régional. Et après, on remonte sur Clairefontaine. Et donc ton rôle là, à ce niveau-là, au niveau de l'Ariège, c'est de former des joueurs qui sont repérés dans l'ensemble du département. Et il y a une équipe départementale, entre guillemets, enfin une sorte de sélection départementale. Comment ça se passe? Alors, il y a le premier projet, c'est le parcours d'excellence au sport. Donc, c'est le PES. Donc là, oui, c'est la détection, c'est d'aller voir des matchs, c'est de repérer les profils garçons et filles pour constituer des équipes départementales et de faire ressortir quelques profils
pour faire les entrées au pôle espoir. Donc voilà, ça c'est une partie de l'activité. Le second, ça va être le développement des pratiques, hein. Donc de s'occuper du football à animation, du football à 11, du futsal, du foot féminin d'organiser la pratique sportive sur l'année. Le point très important, et c'est moi ce qui me plaît le plus, c'est la formation. Et c'est pour ça que je suis rentré dans la fonction, c'est pour avoir cette idée de la formation, d'être formé là-dessus. Je faisais beaucoup de formations quand j'étais déjà à La Rochelle, quand j'étais à Chartres. J'ai eu la chance aussi de participer au Canada à quelques formations. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, je rentre aussi à la Fédé. C'est parce que voilà, on m'a déjà fait quelques propositions de poste de conseiller technique avant de partir. Et que bon là, ça se répétait avec les circonstances. Hein, et donc du coup, de pouvoir enquiller. Mais c'est vraiment la formation des éducateurs. C'est de pouvoir former les éducateurs pour qu'ils puissent encadrer de la meilleure des façons les jeunes garçons, les jeunes filles dans les clubs, de structurer les clubs avec des projets pédagogiques qui soient cohérents pour que ça soit sur le sportif, que ça soit sur l'associatif. Voilà, c'est des choses qui sont importantes et qui sont très intéressantes à nous. Et ma question, tu es toujours conseiller technique aujourd'hui? Je le suis plus depuis 2 ans et demi. Ok, alors juste avant de continuer sur le parcours, moi ce que je voulais voir avec toi, c'est, puisque tu l'as été un certain nombre d'années, est-ce que tu as vu une évolution dans la manière de devoir accompagner les éducateurs, puisque on sait que petit à petit avec les réseaux sociaux, etc. et autres, tout ce qui va être notoriété, connaissance et autres, les gens ont commencé à miser beaucoup sur le football et je suppose que les éducateurs ont dû aussi s'adapter à ça, à des parents qui venaient croyant que leur fils serait demain le futur Mbappé ou autre. Donc, est-ce que tu as vu une évolution à ça et est-ce que la Fédé s'est adaptée et toi, tu as dû adapter un petit peu ton mode de fonctionnement? Forcément, voilà, après le sport sur le haut niveau est très bien organisé. Je pense que voilà, il y a beaucoup de clubs professionnels qui sont bien structurés, qui sont bienveillants et qui font bien attention au bien-être, on va dire, des jeunes qui recrutent et en étant attentifs à leur entourage. Mais forcément, au-delà de ça, ouais, il y a quand même des nouveaux métiers qui se sont créés entre guillemets. Avec des personnes qui sont pas forcément des fois dans l'optique, même s'ils le disent, de privilégier en fin de compte le joueur, son épanouissement et que derrière ça, il y a quand même surtout du financier qui est visé et que ça rend pas toujours forcément service aux jeunes et à la famille qui signent avec ces personnes-là. Donc voilà, il faut être attentif à ça. Je pense qu'il y a des sujets de cadrage qui sont importants, que ce soit à la fédération, que ce soit dans les clubs, et que les parents doivent bien se renseigner pour pour faire confiance à la bonne personne qui aura été formée, qui est reconnue dans le milieu, etc. Il faut être vigilant. Après, ton autre question, c'était les parents qui voient l'enfant comme le futur Mbappé. C'est normal, entre guillemets, c'est normal qui pousse. Après, justement, c'est les premiers entretiens qu'on a avec eux dans lesquels il faut mettre ces notions de cadrage pour leur expliquer comment ça fonctionne. Voilà, les choses soient un peu plus normées et puis leur mettre un peu le sujet de l'attention que des joueurs, il y en a énormément. Beaucoup plus qu'ils le pensent que voilà dans le microcosme dans lequel ils sont, ok, ça fait partie des meilleurs joueurs, mais dès qu'on monte sur la marche dessus, il y en a 50 comme lui et c'est important de ne pas démotiver, mais il faut aussi remettre les pieds sur terre. Exact. Ok. Et donc dans ce parcours, si je me trompe pas, et tu diras, tu t'hésites pas à me dire si je me trompe, mais au moment où tu arrives à la Fédé, tu crées aussi en même temps une société, Coach Plus Skills Sport, s'est créé à ce moment-là pratiquement? Ouais, un petit peu. Parce que du coup, on avait déjà créé quelque chose au Canada et puis après, on le recrée ici. Et donc, du coup, c'est sur l'optimisation de la perf. Hein. C'est de pouvoir, en fin de compte, faire de la formation sur des clubs, sur des entraîneurs, pour les aider à optimiser de façon globale la performance dans leurs équipes. Donc, ça, c'est d'aller dans les clubs et de faire de la formation. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir retourner comme ça au Canada, notamment.
Et aussi, un autre pendant, c'est de leur dire, bah voilà, venez en France pour pouvoir vivre des expériences pendant 10 à 15 jours, de pouvoir jouer contre des équipes européennes, de pouvoir vivre des entraînements avec des coachs français, de pouvoir échanger avec eux, et puis voilà, de croiser un peu les informations, tout ce que vous faites, ce que nous on fait, et puis d'essayer pour eux, de trouver la meilleure formule pour accompagner leurs jeunes. Donc c'était ça un petit peu la vision de Coach Plus, entre guillemets. Maintenant, on se spécialise beaucoup sur les aspects mentaux. D'accord, et je vois qui est indiqué que et c'est ce qui m'a interrogé, ce qui m'a fait venir vers toi par rapport au podcast Allez Vas-y, c'est que je vois que tu parles de soft skills pour les joueurs, pour les coachs et pour les arbitres aussi. Et je trouve ça hyper intéressant de s'intéresser à ça. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as développé ou quelque chose que tu laisses à dispo mais t'as pas de demande. Est-ce que tu peux m'en parler un tout petit peu? Parce que souvent l'arbitrage est plutôt vu comme quelque chose de négatif, alors que moi personnellement j'ai été embauché dans mon premier poste parce que j'avais été arbitre de basket et qu'on m'a dit bah on sait que tu sais prendre des décisions et on m'a posé des questions là-dessus. Donc je pense qu'il y a un intérêt derrière, mais dis-moi ce que toi tu y entends derrière ça. Ben, en gros, alors le sujet est en cours sur le monde des arbitres. Parce que nous, du coup, on a développé des questionnaires qui permettent d'aller chercher avec nos algorithmes et de définir en fin de compte les différents profils euh, sur les joueurs, parce que voilà, c'est le premier des points, mais sur les coachs aussi, parce que la connaissance de soi chez le coach va permettre en fin de compte de mieux comprendre comment on fonctionne, va permettre de mieux comprendre comment les autres fonctionnent avec leurs spécificités, et donc de repérer ces spécificités et donc de les utiliser pour pouvoir accompagner les joueurs. Donc là, on est sur le dispositif entraîneur-entraîné, mais en parallèle de ça, dans notre sport, et il compte beaucoup pendant les moments de compétition, c'est aussi l'arbitrage. Et l'arbitrage, lui, on est au summum en fin de compte de la pression. Parce que autant le joueur, lui, se doit de jouer le mieux possible, le coach d'entraîner le mieux possible et d'être le plus performant possible dans son moment de compétition pour aider son équipe. Autant lui, l'arbitre, et notamment sur le haut niveau, lui a toutes les pressions. Parce qu'il a les pressions des joueurs, il a les pressions des coachs, des staffs, du public. Et donc là, de bien se connaître pour pouvoir anticiper le maximum, en fin de compte, de situations et de savoir les gérer, voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour être une proposition complémentaire à la pédagogie, ce que doit aborder l'arbitre, au-delà de la technicité qu'il a et de la connaissance du jeu et des lois. C'est aussi de bien se connaître pour pouvoir interagir au mieux avec l'environnement qui va être mis en place lors des matchs. Alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai été faire le curieux sur ton site et donc ce que vous proposez en plus de ce que tu viens d'expliquer, mais je précise ce que tu as expliqué sur les questionnaires, c'est je suis joueur ou je suis un club ou je suis entraîneur, je réponds à un certain nombre de questions, je fais des tests et autres, et je reçois, tu me valides, une fois que j'ai validé la prestation et que j'ai payé pour avoir ça, je reçois un tableau dans lequel j'ai mes différentes compétences et ce qui permet demain au coach de savoir que son joueur il va être plus émotif et il va moins bien répondre à la pression, mais il va mieux être stable dans un environnement plutôt et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche, c'est ça? C'est exactement comme ça, et tu vas bien travailler avec moi. Et en plus, pour le préciser, tu proposes ça pour beaucoup de sports en fait. Oui, c'est là où ça devient très puissant et où ça devient super intéressant. C'est que dans mon activité maintenant, aujourd'hui, via Coach Plus, moi, j'ai la chance d'être formateur de formateurs sur le pôle international de la FSS. Donc, je fais de la formation à l'étranger. Donc, ça, c'est une partie de mon activité dans Coach Plus. J'ai la chance de voyager dans différents pays, que ce soit en Afrique ou en Asie, et puis d'être au contact de différentes DTN. Et donc ça, de continuer de donner un peu de ce que je sais faire, mais aussi de beaucoup recevoir dans ces pays-là. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Et donc, via les soft skills Coach Plus,
c'est aussi l'ouverture sur différents sports. Parce que on a commencé dans le football, on a continué dans le rugby, et donc on s'est rapproché d'un très très gros club où j'habite pour pouvoir travailler spécifiquement sur un questionnaire rugby. Et puis ensuite, on est venu à travailler sur le hand, sur le volley, sur le tennis, sur l'équitation. J'ai été rechercher un partenaire avec une très très grosse expérience qui est vice-champion du monde dans son sport, qui est un préparateur mental très reconnu dans les sports de combat et qui est devenu un vrai partenaire avec lequel on a fait un truc sur les sports de combat. Et donc, on est en train de développer petit à petit, là, prochaines étapes, c'est le golf, etc., etc. Et discuter avec ces experts-là, c'est extraordinaire. Parce que, du coup, on parle très très précisément des attentes qu'il peut y avoir dans le sport, des valeurs qu'ils ont, du fonctionnement qu'ils ont, et chaque sport a un fonctionnement différent. Et il faut prendre en compte ces caractéristiques-là pour faire, nous, les pondérations en fin de compte des algorithmes, et potentiellement de supprimer certains facteurs qu'on irait chercher dans le tennis et qu'on n'irait pas chercher dans le football ou inversement. Donc voilà, c'est assez passionnant. Et ce qui est génial, c'est que les deux autres projets que je mène, sont aussi dans cette transversalité-là de tout sport, et que ce soit au niveau amateur ou professionnel. Donc dans les autres projets, il y a Planeto, c'est ça? ouais, il y a Planeto. Alors, si on reste dans la fibre, un peu soft skill, d'abord il y a Play Well Together, où là on fait de l'analyse émotionnelle et relationnelle des athlètes et des coachs. Donc pareil, il y a un questionnaire, on va être que sur l'aspect émotionnel. Alors c'est très différent. On est dans les soft skills aussi, mais on est très 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 ciblé en fin de compte sur l'aspect émotionnel, comment vit émotionnellement l'individu, les choses qui lui arrivent, et grâce à cette analyse émotionnelle, en fin de compte, on arrive à aller sur la qualité relationnelle. Et là, on n'est que dans la relation, en fin de compte, entre les athlètes, et la relation entre les athlètes et les coachs. Et on sait qu'on peut faire gagner énormément de temps à des coachs sur la compréhension, en fin de compte, de leurs joueurs pour établir, en fin de compte, une complémentarité, entre guillemets, ou en tout cas une compréhension du fonctionnement émotionnel de l'autre qui leur permet d'établir des groupes, on va dire, plus sains, entre guillemets. Et ça s'adresse plus au haut niveau, c'est ça, cette partie-là? Ouais, là, on est vraiment plus sur le haut niveau, très clairement. Et ensuite, le dernier bébé, c'est Planet. On est concepteur d'un produit très simple, qui s'appelle donc le Planeto, et qu'on est en train qu'on a lancé, qui a été lancé dans le monde du tennis, qu'on a repris, qu'on a modifié pour qu'il soit applicable au monde du football. Donc là, on le lance dans le football, on le relance dans quelques mois au niveau du tennis, et puis on est déjà en test avec des clubs de rugby, de hand, de volley, pour voir quelle utilité il pourrait y avoir à utiliser ce produit avec les jeunes garçons, les jeunes filles, sachant que au niveau du foot, on est sur aussi bien au niveau amateur, parce que je pense que c'est vraiment un produit entre guillemets d'appel. Comme on achète un ballon, en fin de compte, les jeunes vont pouvoir acheter un Planeto et vont pouvoir jouer seuls, parce que on a une platine reliée à différentes longueurs d'élastique qui va permettre de faire du jeu court, du jeu long, du jeu au sol, du jeu aérien, et donc relié à un ballon. Donc ils vont pouvoir se faire plaisir à soit jouer plutôt sur un côté fun, ludique. En gros, ils vont faire des reprises de volée, ils vont pouvoir taper dans le ballon et se faire plaisir avec des jeux qu'on a conceptualisés comme le one-one. On est un peu dans l'esprit d'un tennis ballon, entre guillemets, ou d'une partie de squash un peu, parce qu'on va pouvoir jouer à 360 degrés et faire des reprises de volée pour essayer de gagner des points. Aussi bien, on va pouvoir travailler dans l'esprit vraiment, je suis en club, j'achète ça pour compléter en fin de compte ma semaine d'entraînement. Au-delà de mes séances d'entraînement club, je vais pouvoir pratiquer à la maison. Et là, on va être force de proposition avec nos programmes, avec l'Académie Planeto, de proposer des programmes sur de la coordination motricité, sur de l'explosivité vitesse, sur des spécifiques gardiens de but. Donc voilà, on a pas mal d'idées pour proposer des programmes et que les jeunes puissent développer des compétences et avoir de l'activité physique.
Ok. Et moi, ce que j'aime vraiment dans ton parcours et sur ce qu'on vient de dire là, c'est que tu es l'exemple du fait que aujourd'hui, entreprendre et sport, ça peut aller ensemble et que dans le sport, pour vivre d'une passion comme le sport, on n'est pas obligé d'être un sportif ou un coach. On peut aussi être autour du sport parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc, ma question là qui arrive, ce serait quand tu prends le recul de ton parcours, où tu démarres après tes études à créer une entreprise avec ton père et aujourd'hui, après tout un parcours dans le sport qui continue, qui s'est pas arrêté, tu continues à créer et on sent l'entrepreneur en toi. Qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes ce parcours avec de la hauteur? Je peux pas me permettre encore de prendre de la hauteur. Bon, un petit peu, pas trop de hauteur, mais juste un petit peu de haut, on va dire. Si tu montes juste une marche d'une échelle. C'est de me dire que voilà, c'est passionnant parce que bon, il va falloir que je me limite sur les projets, hein, parce que là, voilà, ça devient un peu complexe de lier un peu tous les calendriers, entre guillemets, tous les plannings. Mais à chaque fois, ça permet de rencontrer des personnes voilà, voilà, qui sont passionnantes, qui ont beaucoup d'expertise et qui renforcent en fin de compte l'idée que il y a toujours des petits manques, entre guillemets, et que ces manques-là, voilà, on doit pouvoir les détecter si on a la chance de trouver la bonne idée, de pouvoir être une force de proposition pour que le coach ait un atout encore complémentaire pour pouvoir coacher au mieux ses joueurs et ses joueuses. Donc moi, voilà, ces rencontres-là m'ont permis en fin de compte de détecter des manques de ce que j'avais vu de mes expériences en me disant mais ça c'est vraiment un facteur important. Il n'y a rien qui existe là-dessus. On a cette idée-là. On est capable de la développer et que ça soit efficient. Donc voilà, on se lance quoi. Donc voilà, la hauteur, elle a été entre guillemets déjà de détecter ces points à améliorer, d'être force de proposition d'un produit qui fonctionne et qui a une véritable plus-value. Et donc là maintenant, c'est de pouvoir accompagner le maximum de clubs, que ce soit avec Planeto, ou d'accompagner des coachs et des préparateurs mentaux, parce que je travaille beaucoup avec les préparateurs mentaux, que ce soit avec Coach Plus ou Play Well Together. Et avant de terminer, quand tu as démarré le début de ta carrière dans le sport à La Rochelle, est-ce que tu avais des rêves en disant ah, j'aimerais bien rencontrer telle ou telle personne ou tel sportif et qu'aujourd'hui tu pourrais nous en parler en disant bah ouais en fait j'en ai réalisé un ou deux, j'ai rencontré telle ou telle personne. Parce qu'on sait que ça joue aussi dans le sport. On a des personnes qu'on admire et on se dit, quand je l'ai rencontré, ça fait un petit quelque chose, quoi. Ouais, il y en a un. Il y en a un, c'est marrant. Du coup, je vais l'appeler cet après-midi, là. Parce que je me suis dit que ça fait un petit moment que je l'avais pas appelé. Mais ouais, comme tous les jeunes, hein, quand j'étais plus jeune, il y avait Panini et il y avait quelques joueurs voilà, que je regardais vraiment à la Alors, je vais préciser pour les jeunes, Panini, c'est pas le truc qu'on mange, c'est les étiquettes à coller parce qu'il y en a peut-être qui ont complètement coupé avec ça, mais moi, ça me parle à 100%. Voilà, et c'était avant le NFT, quoi. Avant, on avait des catalogues, on achetait des étiquettes, des autocollants, on les mettait dedans et on avait tous nos joueurs. Et c'était génial. Et donc, il y en avait un vraiment que j'aimais bien, c'était Gérald de Passy. Et que ça soit en équipe de France, quand il est avec les Espoirs, quand il signe après dans les différents clubs qu'il a fait. Enfin voilà, c'était un joueur que j'aimais bien, un super numéro 10. Et du coup, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que je bosse avec lui sur le pôle international. Ah, génial. Donc, moi, j'ai mon expertise, on va dire, entre guillemets, de formateur, quoi. Mais lui, il a son expérience de joueur de très haut niveau. Parce que Montpellier, le TEF, Monaco, Saint-Étienne, son expérience au Japon sur l'international aussi. Et donc j'ai eu la chance de faire des formations à l'étranger avec. Et alors la première semaine, toutes les semaines avec lui sont passées de façon extraordinaire. Mais la première semaine, j'ai rien dit. Et puis la deuxième, j'ai quand même avoué autour d'un verre. Je fais, tu sais, Gérald, que voilà, j'ai encore le livre, hein, faut que je le retrouve où j'ai mon équipe type, on va dire, et tu fais partie de mon équipe type quand j'avais 10 ans, quand je faisais le truc Panini, quoi. Et que ça
ça l'a fait marrer et on avait passé une bonne soirée. Ok, et je me permets aussi, hein, parce que ça parlera certainement aux plus jeunes, mais j'ai vu sur LinkedIn en préparant un petit peu cet échange que tu avais eu la chance de te retrouver au jubilé de Mathieu Bodmer, donc ça parlera peut-être pas aux plus jeunes, mais où je t'ai vu en photo avec Kanté et puis d'autres, donc tu as cette chance aussi d'aller côtoyer le très très haut niveau a priori. Ouais, petit à petit, que ce soit dans le foot ou dans le rugby, là, à connecter pas mal, ouais, des sportifs de très haut niveau. N'Golo, c'était très sympa, parce que N'Golo, je lui parle, 5 minutes, là, et je lui explique un peu ce que je fais sur les aspects mentaux. Ouais, il était extraordinaire. Il a réussi à me sortir en 1 minute d'expérience tout ce pourquoi on travaille depuis 3 ans sur le sujet, quoi. Voilà, avec l'importance qu'a l'individu entre guillemets dans la performance. Donc ce qu'on dit de lui dans la presse et tout, c'est pas du chiquet, c'est vraiment une belle personne a priori. Ouais, très clairement. Ouais. On arrive au bout de ce parcours. Moi, j'avais dit aussi qu'on allait parler et je voudrais pas me dire qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui me dise, bah, on en a parlé, on l'a pas dit. Tu as aussi, tu enseignes le jet ski, on en a parlé tout à l'heure, et t'es nageur sauveteur en mer. Juste une parenthèse comme ça, en quoi ça consiste? Est-ce que tu pratiques encore aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai compris que c'était une manière de décompresser, mais est-ce que tu travailles encore, tu pratiques encore ce genre de sport? Non, bah, je le pratique, mais on peut dire de façon très, très fun et ludique. Voilà. Ça fait partie des sports de mer maintenant que j'ai la chance de pouvoir faire quand je prends entre guillemets du bon temps. Mais ouais, non, mais après il y a des choses qui vont se faire avec les sports nautiques, hein, parce qu'il y a aussi des sportifs de très très haut niveau et sur les aspects mentaux, les mecs ou les nanas là ont besoin d'être très très forts mentalement. J'ai commencé à discuter avec une fédération là sur les sports nautiques, hein, de rivière. Ouais, je comprends. Il y a de quoi faire aussi effectivement, et en plus c'est des sports dans lesquels c'est un vrai dévouement, et la plupart du temps ils sont amoureux de leur sport, ils sont amoureux de leur projet, et ils en vivent pas. Donc c'est vraiment des gens ultra motivés. Donc s'il y a des choses qu'on peut leur apporter, c'est tant mieux. Ça peut être des chances de médaille pour du Paris 2024 et plus. Exactement. Et Paris 2024. Faut qu'on soit performant. C'est clair. On monte le blanc rouge bien haut sur la plus haute marche avec le maximum de sportifs et de sportifs possibles. Je te rejoins à 200%. Arnaud, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que y a quelque chose que tu aurais voulu dire et tu t'es dit mince, on n'en a pas parlé avec Fred, là j'ai envie de le dire, ou est-ce qu'on a fait le tour justement de ton parcours Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Que les gens n'hésitent pas à me solliciter. Voilà, ce sera un plaisir de pouvoir organiser un petit meeting, de pouvoir discuter du point qui les aura intéressés dans ce podcast, et ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Génial. On mettra, de toute façon, tu me donneras en off le meilleur moyen pour te contacter, et puis on mettra ce moyen, si c'est LinkedIn ou si c'est autre, dans les notes du podcast, et puis les gens qui ont écouté et qui sont intéressés pourront te contacter via ce moyen-là. C'est avec plaisir. Je te filerai un petit lien. Génial. Puis comme ça sera sympa pour tous les coachs. On offre l'analyse Coach Plus à tous les coachs en ce moment. Donc c'est jusqu'au 31 août. Donc, la diffusion, ça sera pour plus tard, donc il faudra qu'on voit si on arrive à mettre. On fera un truc. Ouais, super. Tous ceux qui me contactent, là, je leur offrirai avec grand plaisir. Comme ça nous permet de parler des individus, des aspects mentaux et de ce que l'on peut optimiser grâce à cette vision du sport et de l'individualisation. Ah, top. Si on peut faire, si on peut mettre en avant effectivement dans une offre pour le podcast, ça sera génial pour les auditeurs et les auditrices. Écoute Arnaud, je te remercie. J'ai passé un super moment parce que j'ai vraiment découvert un vrai parcours, et j'ai entendu des choses qui me font plaisir en parlant du mental, du sport dans l'entreprise, etc., de la manière dont on peut professionnaliser le sport, et je pense qu'on en a besoin si on veut être performant à haut niveau, et notamment on a parlé des JO de Paris 2024, mais pas que. Donc ça a été un plaisir. Je te remercie de m'avoir fait confiance, et puis on se dit à très bientôt forcément. À très bientôt, plaisir partagé. Très bonne journée à tous. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.